Tout arrive en compagnie aujourd'hui de Valérie Marin-Lamellé, Judith Mayer et Antoine Guillot pour une émission préparée par Fanny Richer, Brigitte Masson, Antoine Lachan et Laure Franquès. Prise de son Alexandre Dang, une émission réalisée par Laurence Millet. Littérature et théâtre au sommaire de cette émission. Dans la seconde partie de celle-ci, nous accueillerons en effet le dramaturge et metteur en scène suédois Lars Norén à la veille de la première de sa nouvelle pièce en France, au théâtre de Nanterre, Les Amandiers. La pièce s'appelle « À la mémoire d'Anna Politkovskaya » et nous entraîne à la rencontre de quelques hommes et femmes et enfants tentant de survivre comme ils le peuvent en temps de guerre. Avec nous également le patron des Amandiers, le metteur en scène Jean-Louis Martinelli, qui a monté de nombreux textes de Lars Norén et qui proposera d'ailleurs pour quelques représentations de revoir sa mise en scène de Kliniken au début du mois de novembre aux Amandiers, puis spectacle qui partira en tournée dans la France. Nous recevrons les deux hommes de théâtre après la chronique de Jean-Louis Hézine. Avant cela, comme chaque lundi, nous ouvrons une table ronde critique consacrée, elle, à la littérature. Deux ouvrages seulement, notre sommaire ce jour, enfin ils sont assez épais l'un comme l'autre, ça fait pas mal de lectures effectivement. Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra chez Julliard et C'était notre terre de Mathieu Bellesi chez Albin Michel. عينك بكى وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم ذات حياتك والأمال وحدك ما حطار تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور وقربها متامل لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له. Voilà, c'est avec Lily Boniche que nous entrons dans l'univers du premier cité, Yasmina Khadra, auteur prolifique dont le cinéma s'empare également, puisque deux de ses livres sont en cours d'adaptation, l'un à Hollywood, l'autre en France. Ce que le jour doit à la nuit se propose de nous faire revivre un passé proche, celui de l'Algérie de 1930 à aujourd'hui, à travers les yeux de Younes, un jeune Algérien qui va grandir alors sous l'identité en fait de Jonas dans la communauté européenne d'une ville de l'Oranais. Cette double appartenance va bien sûr devenir au fil des années un drame intime à mesure que le peuple algérien va se battre pour recouvrer, voire conquérir tout simplement son indépendance. Ça, c'est le point de départ. On rappelle que Yasmina Khadra est à l'heure actuelle le directeur du Centre culturel algérien de Paris et que ses précédents romans nous avaient emmenés dans d'autres coins du monde, Afghanistan et Irak, et que c'est une sorte de retour aussi au pays pour lui. On verra avec Mathieu Bellesi ce qu'il en est tout à l'heure. Mais alors, pour ouvrir cette discussion autour de ce livre de Yasmina Khadra, Judith Mayer. Alors, comme d'habitude, Yasmina Khadra nous propose de découvrir une situation politique aux côtés d'un personnage qui se situe, qui se présente en médiateur, puisque comme vous l'avez dit, Younes, rebaptisé Jonas par les personnes qui l'élèvent, est originaire de l'Algérie et sa famille vit dans la misère jusqu'à l'incendie qui ravage toutes les cultures et contraint la famille à gagner Genanjato, c'est-à-dire un quartier extrêmement pauvre d'Oran. Et pour donner à ce jeune garçon, Younes, dans un premier temps, la chance de s'en sortir, le père de celui-ci le conduit vers son oncle, qui a épousé une Française et qui tient une pharmacie. Voilà. Donc on est dans la bourgeoisie. On est dans la bourgeoisie. Pied noir. Tout à fait, dans la bourgeoisie pied noir. Et donc ce jeune homme finalement quitte la destinée tracée de
de ses ancêtres, pour entrer dans la peau plus problématique d'un jeune homme qui aspire à rencontrer des femmes comme ses amis qui sont parfaitement français et qui sont des colons, donc bourgeois également. Et finalement, comme vous l'avez dit, le basculement va renvoyer, va complètement bouleverser la situation des colons et contraindre Younes à choisir un camp, même si lui-même aimerait bien être dispensé de cette responsabilité. Voilà, ça c'est le point de départ, le point de départ est aussi un peu le point d'arrivée, qui est contemporain, même si l'essentiel se situe entre effectivement les années 30 et 62, il y a quand même un épilogue contemporain. Premier tour comme ça de table, Valérie Marin-Lamellé, sur cette trame, qu'est-ce que vous avez lu sous la plume de Yasmina Khadra ici? J'ai beaucoup aimé beaucoup de livres de Yasmina Khadra. Et ça commence mal. Et j'attendais beaucoup de celui-là, évidemment, puisque c'est plus quelque chose d'extérieur, c'est plus non plus cette espèce de combat de l'intérieur qu'il menait au moment de À quoi rêvent les loups et qui nous a décrypté beaucoup ce qui se passait en Algérie dans les années noires de l'islamisme. Et là maintenant, dans cet intime algérien et qu'il essaye de faire intime franco-algérien, c'était un vrai rendez-vous, quoi. Et là, je trouve que malheureusement, il a mis beaucoup trop de choses dans ce roman, ce qui en fait la grande qualité, comme souvent chez lui, c'est-à-dire la rencontre très forte entre des êtres à travers une passion, puisque au fond, tout au long du livre, l'Émilie que va rencontrer Jonas, c'est un peu cette histoire d'amour impossible, métaphore de l'Algérie et de la France, etc. Il y a aussi le dépucelage du jeune homme précédemment par la mère d'Émilie, qui était quelque chose une clé romanesque vraiment indispensable et qui va faire que on s'accroche, si on y croit, on s'accroche vraiment. Donc il y a un beau couple comme ça, une belle passion, une belle histoire d'amour, et là je trouve que il y arrive. Mais pour le reste, c'est une espèce de brassage comme ça de l'époque coloniale jusqu'à l'Algérie d'aujourd'hui, tellement codé avec une efficacité qu'il a par ailleurs dans des courts romans et qui là devient mais vraiment en plus des problèmes stylistiques. Je suis désolée, mais quand on ouvre le livre et qu'on tombe sur des passages comme forgé par les épreuves, le regard sans cesse aux abois, sa vie n'était qu'une interminable enfilade de déconvenus. Il se méfiait comme d'une teigne des volte-face d'un lendemain déloyal et insaisissable. Ou encore, les moissons étaient pour bientôt, plus elles approchaient, moins mon père gardait son calme. Il se voyait déjà faucher ses gerbes à tour de bras, botteler ses projets par centaines et engranger ses espérances à ne savoir qu'en faire. On peut aimer, mais moi je trouve qu'il y a quand même... On a le droit. C'est un peu trop, et quand ça passait sur un court format ou un conflit comme ça, un conflit qui nous agite tous et qui est au rendez-vous de l'actualité et décrypté par son efficacité, son savoir-faire, son empathie et l'humanisme qu'il veut faire ressortir d'une situation, ce talent-là. Bon, on passait, c'était pas forcément une grande écriture, mais on passait. Là, on passe pas, quoi. Et je comprends pas pourquoi, à un moment, il n'y a pas eu un œuvre de raison, c'est-à-dire dire ça aurait été un très beau roman formidable, intime et historique à la fois, en se concentrant sur cette histoire d'amour. Et puis on aurait eu un volume normal de Yasmina Khadra et un projet abouti, quoi. Alors avant de passer la parole à Antoine Guillot, qui va être, je pense, plus encore dur que vous, Valérie Marin-Lamellé, parole à la défense côté de Judith Mayer sur ce roman de Yasmina Khadra. Comment est-ce que vous entendez les critiques formulées ici par Valérie sur ce livre? Alors, comme Valérie estime qu'on peut aimer, et moi, effectivement, j'aime... Elle vous laisse ce droit, absolument. Exact. J'aime cet art de la formule lapidaire, avec, c'est vrai, parfois un peu de grandiloquence, etc. Mais vous parlez d'efficacité, je trouve que ça fait mouche, et ça correspond à cette ambition de faire une saga familiale qui part de 1930 pour conduire jusqu'à 1962. Alors,
les archétypes peut-être confinent parfois aux stéréotypes, mais vous l'avez dit, c'est vraiment riche. Et il y a plusieurs niveaux de lecture, aussi bien le père qui s'appelle Issa, et ce qui signifie en arabe Jésus, le fils qui s'appelle Jonas, donc qui renvoie à la dimension du mythe, donc le père martyr, le jeune homme Jonas qui refuse son destin, qui finalement tourne le dos à ses responsabilités, d'où l'histoire d'amour impossible d'une part, et d'autre part l'impossible rébellion de Jonas qui reste confiné dans le cabinet d'apothicaire de son oncle et qui va se décider tardivement à soigner les rebelles ou les terroristes selon le côté dont on voit les choses. Mais moi, je trouve que c'est assez magistral, au contraire. C'est une vision assez fine de cette décolonisation en adoptant à la fois la posture de l'acteur et de l'observateur. Là, je suis assez d'accord sur la nuance que ne peut avoir qu'un Algérien. Enfin, me semble-t-il, c'est peut-être une parole un peu rapide, mais c'est-à-dire, ça me fait penser un petit peu à tous ces livres qu'on a essayé d'écrire entre les résistants et les collabos sans jamais y arriver. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui a dit, bah non, on n'était ni résistants ni collabos. Voilà. Et nous, on a mis un certain temps à écrire ça. Et ce que Kadra écrit à travers ce personnage, c'est cette situation-là. Mais donc, je suis d'accord que c'est pas du tout inintéressant, mais je trouve que c'est simplement pas réussi, quoi. C'est par rapport en plus au goût que vous avez pour les livres précédents. Vous le disiez, de Yasmina Khadra, que vous trouvez celui-ci en dessous par rapport peut-être à l'ampleur de son projet aussi. Peut-être qu'il faut passer par celui-là pour en arriver à écrire un autre. Gardez-vous quelques arguments, Judith, parce que je crois que la grosse Bernard arrive avec Antoine Guillot qui va canonner, je crois. Je trouve effectivement que même Valérie est d'une mansuétude un peu exagéré pour ce livre. Mais je n'ai pas lu les livres précédents de Yasmina Khadra, donc je ne sais pas quel est son style. Mais en lisant celui-ci, j'ai eu l'impression d'un livre écrit à l'époque de ce qu'il raconte par un lettré algérien qui aurait voulu retrouver le style du XVIIIe siècle français. Genre, il faut vraiment que j'écrive bien, alors je vais mettre des passés simples partout. Tous les personnages s'expriment comme des académiciens, qu'ils viennent des bas-fonds d'Oran ou de la haute société. Mais c'est incroyable, quoi. Il y a des moments, justement, entre cette Émilie et ce Jonas, on a l'impression d'être dans La Princesse de Clèves, quoi. Vous n'avez pas compris, je ne me jetais dans les bras d'un autre que pour que vous me voyiez, ne riez aux éclats que pour que vous m'entendiez. Je ne savais pas comment m'y prendre avec vous, comment vous dire que je vous aimais, comment peut-on taire le plus bel appel du cœur. Il y a ça. Vous engagez pour les fictions de France Culture. Il y a des métaphores lyriques, mais qui sont d'un navrant. C'est comme ça dès le début, les champs de blé ondoyés comme la crinière de milliers de chevaux galopant à travers la plaine. Sa description de Marseille plus tard. Bientôt les montagnes rocheuses me renvoient les reflets du jour, sentinelles éternelles et inflexibles. Elles veillent sur le rivage, nullement impressionnées par la mer démontée, ruant dans les brancards à leurs pieds. Puis au bout du virage, Marseille, semblable à une vestale, se dorant au soleil, répandue sur ces collines éclatantes de lumière, le nombril dégagé, la hanche offerte aux quatre vents, elle feint de somnoler, etc., etc. Ça devient très vite illisible, surtout parce que tout le monde parle de la même manière. Il y a ça d'une part. Bon. Alors déjà, c'est illisible. Ensuite, il y a cette espèce de lourdeur sans arrêt. On va nous parler des mauvais présages, des pressentiments, des intuitions, le sort, le destin, qui revient sans arrêt. Le plus drôle, c'est comment il parle des enfants, alors, on va parler des garnements, des galopins, des sauvageons, des fripons, des chenapans. On a l'impression d'un vieillard issu enfin, déjà mort quand il écrit. Et pour le fond, ce personnage. Oui, mais c'est une époque, sauf qu'il l'écrit maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce roman sorti du formol, comme si une espèce d'À la manière d'eux qui est impossible à lire. Il y a ça d'une part. Puis effectivement, il y a ce personnage de Jonas Younes. Alors effectivement, la métaphore sur l'amour impossible entre les communautés. Mais il est lui d'une indécision permanente, à sans arrêt regretter de ne pas avoir agi. On se dit pourquoi pas. Ça pourrait être un portrait formidable de quelqu'un. Sauf que la fin que je ne dévoilerai pas et une lettre qu'il reçoit. Dans votre infinie bonté. Fout tout ça par terre, mais d'une manière presque ignominieuse, je trouve, par rapport à ce qu'il raconte. Je trouve que c'est un roman qui est illisible et désagréable. Allez, Judith, un petit mot pour la défense avant de passer à l'ouvrage suivant. Très bien. Alors, j'abonderai peut-être dans votre sens, puisque je
du coup, je me vois un peu complaisante par rapport au goût que j'ai pour les romans de Yasmina Khadra et qui datent des polars, La part du mort, etc., où le style était servi par un peu d'humour et qui permettait une distanciation qu'il n'y a pas, je vous l'accorde tout à fait, dans ce roman. Donc moi, j'entre dans ce roman avec le goût du style de Yasmina Khadra et il est clair que les métaphores ne sont pas à la hauteur des polars, par exemple, où les images sont souvent beaucoup plus neuves et savoureuses, je dirais. Mais déjà dans l'attentat, j'avais constaté une baisse au niveau du style. Mais comme la problématique sert une cause, enfin en tout cas peut-être pas une cause, mais une réflexion, une problématique politique, bon, disons que ça me semble être secondaire. Et en ce qui concerne les formules, je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui valent le détour, justement au sujet de la fatalité. Et d'ailleurs, je m'arrêterai là-dessus juste après. Ce que nous appelons fatalité, dit l'un des personnages, ce n'est que notre entêtement à ne pas assumer les conséquences de nos petites et grandes faiblesses. Et je trouve que c'est assez bien vu. Ou quand quand le père perd précisément toute sa fortune, on lui dit mais si tu veux pleurer, pleure, si tu veux espérer, prie, mais de grâce, ne cherche pas de coupable là où tu ne trouves pas de sens à ta douleur. Il y a, bon, alors peut-être que ça vous paraît être une philosophie de bas étage, mais il y a un certain nombre de formules clés qui me paraissent justement mettre en cause la question de la fatalité, et cette fatalité qui est celle à laquelle se soumet le père de Younes, Issa. Pourtant, progressivement, au fur et à mesure du roman, Younes doit s'en détacher. Il est contraint de considérer que la fatalité a disparu. Voilà. Mais il a toujours des pressentiments, des intuitions qui vont lui dire oui, de pas faire passer un peu du Barbara Cartland par moment. C'est l'origine algérienne, je pense, et progressivement, il s'en détache à une époque d'après-guerre où Camus... Jusqu'à la fin, il a un pressentiment qui lui dit qu'il ne faut pas qu'il descende, et effectivement, il ne fallait pas qu'il descende. Bon, on vous réconciliera pas sur ce livre que Judith Maillère conseille à nos éditeurs. La différence de Valérie et d'Antoine, c'est Yasmina Khadra, Le Ce que le jour doit à la nuit, et c'est publié chez Julliard. Voilà, cette fois c'est Aurélien Aïchi qui nous entraîne vers ce livre de Mathieu Bellesi qui paraît chez Albin Michel. C'était Notre Terre. Alors on change pas d'horizon, cette terre, c'est l'Algérie. Un roman qui figure sur la liste de nombreux prix littéraires, Goncourt, Médicis, Femina. Antoine Guillot va nous expliquer pourquoi ce livre est sur la liste de tous les prix, peut-être. C'était Notre Terre. Eh bien, ce livre est la preuve qu'on peut raconter la même chose que Yasmina Khadra avec beaucoup de talent. Et donc, ça n'excuse pas, c'est pas parce qu'on a un mauvais style qu'il faut dire oui, mais l'histoire qu'il raconte est formidable. Là, on peut avoir une histoire formidable avec un style qui, justement, est complètement en accord avec ce qu'il raconte, puisque c'est un livre polyphonique où c'est une famille de colons qui était, c'est dans le Dara berbère, le domaine de Montaigne, qui va vivre les mêmes événements que raconte Yasmina Khadra, et jusqu'au départ, jusqu'aux valises, puis certains vont mourir, et on a toutes leurs voix. Donc on a à la fois des voix de gens qui sont vivants au moment où se raconte une espèce de temporalité qui serait actuelle, qui serait vraiment maintenant, avec les souvenirs de l'Algérie, et puis aussi les voix des morts, et puis les voix des fantômes, et selon un principe d'écriture qui est un peu celui de Marabout de ficelle, c'est-à-dire qu'on commence à raconter quelque chose, et puis on pense à autre chose, ça nous renvoie dans le passé, ça revient dans le présent, il y a des voix de partout, et
avec ces fantômes qui sont à la fois les fantômes des morts réels, mais aussi de ces gens qui sont presque morts, quoique encore vivants, eh bien ça raconte ça. Ça raconte l'Algérie coloniale avec toute sa complexité. Et c'est cette utilisation de ce style polyphonique qui permet justement, alors là, de brasser de la complexité politique à bras-le-corps. Et pour le coup, on est complètement emporté par cette prose qui ne raconte pas seulement l'Algérie coloniale, mais qui raconte aussi ce que c'est qu'une famille, ce que c'est que le sentiment d'appartenance à une terre, de détestation de cette terre parce qu'on a des problèmes avec sa famille, d'engagement. Et alors là, pour le coup, ce sont des gens qui s'engagent d'un côté comme de l'autre, mais qui agissent et qui, enfin, c'est vraiment, c'est foisonnant, c'est assez passionnant, quoi. Judith Mayer, sur Mathieu Bellesi. Oui, alors moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais je crois que ça raconte pas tout à fait la même chose quand même, parce qu'on a quand même plutôt le point de vue des colons, même si le fils Antoine... Le plus gros passage, puisque ce sont des petits chapitres, c'est le point de vue d'une Algérienne. Oui, mais c'est un chapitre seulement sur qui est l'ensemble. Fatima, la domestique. Mais c'est un chapitre pivot. Justement. C'est un chapitre pivot, mais moi justement c'est celui qui m'a le plus dérangé, ce chapitre, parce que la conscience, le bon sens de cette domestique, et qui effectivement est la seule pacifiste de tout le roman, elle ne prend pas les armes, elle refuse de s'impliquer dans le conflit, ça lui semble absurde que le sang coule, etc. Alors elle a un personnage très intéressant dans la mesure où elle est engagée au service des deux Saint-André par peur, et même après la mort de sa patronne, elle reste à protéger la maison par peur de la quitter. Mais est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que vivent les Algériens à cette époque? C'est quand même... C'est pas le but, puisque c'est un roman du point de vue des coloniaux, justement. Voilà, c'est ça. C'est un roman du point de vue des coloniaux. Donc c'est l'autre versant des choses par rapport à Yasmina Kadra. Yasmina Kadra, il a les fesses entre deux chaises, donc il veut parler de tout et il ne parle de rien. Je crois que c'est justement la qualité du traitement de Bellesi, c'est de s'être focalisé sur une famille de colons et de voir qu'est-ce que c'est le destin des pieds noirs, avec en effet cette figure de Fatima qui est un peu entre deux, mais moi aussi, c'est pas celle qui m'a le plus emballée, quoi. Elle m'a touchée, et le duo qu'elle forme avec cette vieille femme qui reste accrochée à son domaine, l'héritière, la Hortense, c'est vraiment des moments tragiques, quoi, de tragédie antique. Enfin, je trouve que c'est vraiment fort. Et sinon, c'est là, il arrive à exprimer ce que peut-être chacun d'entre nous a pu entendre en écoutant des Pieds Noirs aujourd'hui. C'est-à-dire cette impossibilité d'en finir avec une haine, une amertume dont il donne l'explication sans avoir jamais vécu lui-même les choses. Et c'est là où la littérature fait vraiment son travail. D'abord parce que l'écriture est vraiment éblouissante, on est dans un souffle, on est sur la pointe des mots comme ça, parce que il s'agit à la fois d'un monologue qui est interrompu par un dialogue, puis une reprise de monologue. C'est vraiment un chant, quoi. Donc c'est très très réussi. Et puis bien sûr, il y a des personnages caricaturaux. On est dans une famille où l'un a pris le camp du FLN, c'est le fils. Un autre, le père, de toute façon, c'est le colon dans toute son horreur. Donc ça, là aussi, c'est un peu caricatural. On a l'impression que pour l'Algérie, on est encore obligé d'en passer par des stéréotypes parce qu'on n'a pas encore bien compris et qu'il faudra des années avant de bon. Mais je crois que là, il est dans un roman qui dérange vraiment, ne serait-ce que le titre. C'était notre terre. Qui peut dire ça? Personne encore peut vraiment le dire en disant j'ai raison. Et donc je trouve qu'il est arrivé avec le point de vue distant et l'art de l'écrivain à parler d'un thème qui fait encore très très mal, quoi. Antoine? Et ce qui est assez passionnant, c'est que s'il y a des stéréotypes, comme vous dites, du côté des hommes, les personnages de femmes sont d'une grande complexité. Et pour le coup, les deux sœurs qui n'ont pas du tout le même rapport à leur famille, à leur terre, à la sexualité et à la vie en général, échappe complètement à ces stéréotypes et montre justement, là encore, de la complexité en permanence. Ça me fait penser à ce beau film de Brigitte Rouen qui s'appelait, je crois, Outre-mer, me semble-t-il. Ah oui. Cette même histoire vue par trois sœurs, trois façons de vivre la même histoire. Judith Mayer? Oui, justement, l'art de Mathieu Bellesi réside dans l'expression intime, et moi je trouve qu'un homme qui sait écrire comme ça avec le point de vue d'une femme, c'est assez magistral, et il arrive d'ailleurs à entrer aussi dans la peau d'Ernest
reste le colon, ce qui est un tour de force. Et j'ai beaucoup apprécié ce côté récit enrayé, litanie, avec les phrases des dialogues qui reviennent comme si on n'arrivait pas à se résoudre à tourner la page et à passer à autre chose. Et pourtant, insidieusement, de façon sous-jacente, le récit se continue. Et bon, on finit comme on a commencé, mais c'est comme un simulacre. C'est magnifique. Valérie Marin-Lamellier. Je voulais juste dire que il est quand même extrêmement intéressant de lire ces deux livres en même temps. Alors on peut lire un peu plus vite l'un, si on bon, mais c'est très Sachant intéressant parce que assez on est dans l'exploration de l'époque coloniale. On a comme ça les déchirements de communautés, on a des stéréotypes ou des mots sur les Arabes paresseux, sur les colons qui parlent de cette terre. Il y a des visions, les paysages coloniaux, même géographiquement, physiquement, on se reconnaît chez Cadra ou chez Mathieu Bellesi dans des endroits. Donc on utilise quand même les mêmes mots pour parler des mêmes choses à plusieurs moments. Donc, je trouve que vraiment c'est cette programmation, enfin, la lecture rencontre complémentaire de ces deux livres, et on fait qu'un peu on a une discussion de luxe, quoi, parce que faut comprendre qu'aujourd'hui que ces deux livres puissent être écrits, c'est quand même formidable d'un point de vue d'un point de vue historique, voilà. Et on peut dire qu'on attend le prochain Yasmina Khadra, qui peut-être sera débarrassé de cette ambition assez oui, et assez sûrement grande d'un ici choc personnel, d'un enjeu personnel qui dépasse ce qu'il a écrit jusqu'à présent et qui est tout à fait compréhensible et touchant, je veux dire. Pour pouvoir revenir autrement sur la même histoire, peut-être. Peut-être. Avec plus de subtilité, alors, si. Et Voilà. un angle plus... Oui, à la décharge de Yasmina Khadra, je pense que le seul intérêt qu'on peut avoir à lire ce livre, c'est de le lire comme un autoportrait de Yasmina Khadra sur ses problématiques actuelles, sur comment l'Algérie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, etc. Et sur ce est-ce qu'il sait plus comment il s'appelle, Younes, Jonas et Yasmina Khadra lui-même, comme ça, le cul entre deux chaises. C'est un intérêt possible du livre. Qui est d'ailleurs un pseudo, Yasmina Khadra, puisque c'est le nom de sa femme, et il était officier dans l'armée algérienne sous le nom de Mohamed Boualessoul. Voilà. Problématique du nom. Voilà, engagé, alors je crois qu'il est resté plus de 30 ans dans l'armée de libération nationale algérienne, et puis donc depuis quelques mois, un an bientôt, il occupe la fonction de directeur du centre culturel algérien à Paris. Yasmina Khadra, on rappelle le titre de son livre, c'est Ce que le jour doit à la nuit. Le livre est paru chez Julliard, et le livre de Mathieu Bellesi, C'était notre terre, et lui publié chez Albin Michel. Il figure, je l'ai dit, sur de nombreuses listes de prix littéraires qui ne vont pas tarder quand même à arriver. On suivra ça, on attend peut-être le Nobel de littérature ce jeudi, si les jurés de Stockholm se mettent d'accord. Donc on reparlera de littérature à ce moment-là. D'ailleurs, jeudi, nos invités seront Jean Echenoz, dont le nouveau livre Courir sort ce jour-là en librairie, et Ian Solian, Comment j'ai empaillé Michael Myers. C'est un livre aussi très fort et très impressionnant. Ce seront nos invités jeudi. Non, tout à l'heure, dans 20 minutes, nos invités, ce seront Lars Noren et Jean-Louis Martinelli. Le premier met en scène sa nouvelle pièce dans le théâtre dirigé par le second. Les représentations de la pièce de Lars Noren à la mémoire d'Anna Politkovskaya débutent demain, et Jean-Louis Martinelli, lui, reprendra sa mise en scène de Kliniken, du même Lars Noren, au début du mois de novembre, tout d'abord à Nanterre et puis en tournée. Nous en parlerons avec eux tout à l'heure, après la chronique de Jean-Louis Hézine, et après tout de suite le journal complet de la rédaction de France Culture, présenté par Antoine Mercier. Bonjour, le prix Nobel de médecine 2008 attribué à l'instant à un Allemand et deux Français, Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, pour leurs travaux sur les virus responsables du cancer de l'utérus et du sida, précision de Tara Schlegel à la fin de cette édition. La crise financière se propage et s'aggrave. Toutes les places financières sont en forte baisse ce matin. Nous allons faire le point tout de suite avec Nicolas Martin à Paris et Frédéric Charles à Tokyo. En Allemagne, le gouvernement adopte en pleine nuit un plan de sauvetage pour la 4e banque du pays. Berlin tente d'éviter maintenant une ruée des épargnants sur les banques, correspondance de Bertrand Galichet. La crise précipite par ailleurs une vaste réorganisation du secteur bancaire. BNP Paribas reprend Fortis, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne discuteraient d'un rapprochement, analyse de Renaud Candelier. Une réunion des ministres des Finances de la zone euro tout à l'heure pour tenter aussi d'éviter la contagion. L'idée d'un fonds de sauvetage européen refait surface. Nous appellerons sur place Quentin Dickinson. Dans ce contexte, le MEDEF recommande d'abandonner la
la pratique des parachutes dorés. Précision de Jules Lavie, commentaire politique d'Hubert Vertas. À moins d'un mois du scrutin maintenant, la campagne américaine s'est durcie ce week-end. Obama est accusé par les républicains de copiner avec les terroristes, tandis que les démocrates mettent en cause les capacités de John McCain en matière économique, suivi de Marie-Pierre Véraud. Et puis ouverture à Paris aujourd'hui du procès de l'Angola Gate, présentation de Laure de Vulpian à la fin de cette édition. La crise financière donc se propage et s'aggrave. Les bourses asiatiques et européennes ont plongé dès l'ouverture ce matin. Le plan de sauvetage des banques aux États-Unis ne semble guère rassurer les opérateurs. L'Europe semble aussi divisée. Les gouvernements sont forcés d'intervenir pour rassurer les épargnants. On commence donc pour analyser cette crise par un coup de projecteur sur ces dégringolades boursières. Nicolas Martin, la chute était donc très nette en milieu de matinée. Où en est-on à l'instant ? Oui, le principe est assez simple finalement. C'est celui de l'effet domino. Les bourses asiatiques, vous l'avez dit, se sont effondrées dans la nuit. Le Nikkei a clôturé à moins 4,25%, atteignant son taux le plus bas depuis 4 ans. Idem à Shanghai, en baisse de 5,23%. L'onde de choc a donc atteint ce matin, logiquement, les marchés européens qui ont amplifié un peu le mouvement. Le CAC était à la mi-journée en recul d'environ 6% aux alentours de 3800 points. Et je pourrais vous dresser une longue liste similaire. À Londres, Francfort, moins 6, moins 7 à Oslo, moins 8 à Vienne. Les échanges ont même été interrompus aux deux bourses de Moscou après un plongeon de 15%. Le vent de panique qui souffle sur tous les marchés touche de plein fouet les valeurs bancaires. En France, par exemple, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis cèdent près de 10%, 20% pour la franco-belge Dexia. Quant à l'action de la banque allemande, qui est en partie à l'origine de ce lundi noir sur les marchés européens, Hypo Real Estate, elle a perdu ce matin 50% de sa valeur. Alors manifestement, toutes les initiatives qui sont prises pour limiter les effets de la crise ne semblent pas convaincre, en tout cas les opérateurs sur les places financières, Nicolas. Oui, il y a la situation donc d'Hypo Real Estate, 4e banque d'Allemagne, numéro 2 du crédit immobilier, qui est au bord de la faillite et qui a fait l'objet d'un second plan de sauvetage d'urgence hier soir. Les marchés redoutent que l'intégralité du système bancaire allemand s'écroule en cas de défaillance de HRE. Mais plus généralement, cet effondrement traduit l'extrême inquiétude des investisseurs sur le peu d'efficacité des politiques publiques de sauvetage de l'économie, à commencer par le plan Paulson, voté la semaine dernière par le Congrès américain. Les marchés réalisent que ce plan ne suffira pas à lui seul à résoudre la crise financière et à empêcher les États-Unis d'entrer en récession. Et puis vis-à-vis de l'Europe, la dégringolade de ce matin peut se lire comme un cinglant désaveu du sommet de Paris et des déclarations d'intention du G4. Les marchés n'y croient pas et continuent à douter de la capacité des 27 à mettre en œuvre une réponse européenne commune pour endiguer cette crise financière. Merci beaucoup Nicolas Martin. Il y aura une rencontre des ministres des Finances de l'Eurogroupe tout à l'heure à Luxembourg. On en parlera avec Quentin Dickinson, mais on se tourne d'abord vers l'Asie où la chute a été également très forte. Frédéric Charles, bonjour. Bonjour. L'indice Nikkei donc en repli de plus de 4% qui atteint son niveau le plus bas depuis 4 ans. Donc au Japon, le président sud-coréen qui propose à la Chine et au Japon la tenue d'une réunion sur cette crise financière. Comment est-ce qu'on voit tout cela depuis Tokyo ? Eh bien, la propagation de la crise financière, une Europe incapable de promouvoir une action collective pour en limiter l'impact, préoccupe aujourd'hui les investisseurs en Asie. Hiroshi Nishi de la maison de titres Nikko Cordial à Tokyo déclare « Le système bancaire en Europe est si opaque, il est difficile de localiser tous les crédits à risque. » Le journal Nikkei, la Bible des milieux d'affaires japonais, publie aujourd'hui un article sur le secret le mieux gardé de cette crise financière. Les dépréciations d'actifs par les banques européennes sont supérieures à celles des banques américaines. Les États-Unis ont réussi à exporter la moitié de leurs produits financiers les plus toxiques. Comme vous le disiez, le président sud-coréen Lee Myung-bak propose un sommet avec la Chine et le Japon pour accélérer la création d'un fonds monétaire asiatique. L'idée d'un tel FMI asiatique avait vu le jour après la crise financière asiatique de 1997-1998, mais elle n'a jamais été réalisée. L'Asie dispose des plus importantes réserves de change au monde, plus de 3 000 milliards d'euros. Elle finance la part du lion des déficits américains. Alors à Tokyo, on fait l'observation suivante. L'Amérique doit à l'Asie tellement d'argent que c'est dans l'intérêt de l'Asie, qui a financé la consommation à crédit des Américains, d'aider l'Amérique à redresser son système financier. Seuls les États-Unis, ajoute-t-on à Tokyo, ont la capacité de stabiliser et de réformer les marchés financiers dans le monde. Merci beaucoup Frédéric Charles, donc en direct de Tokyo, et on revient en Europe et plus précisément en Allemagne avec Bertrand Galichet. Bonjour. Bonjour. Alors on est passé la nuit dernière tout près d'une véritable catastrophe à propos de la 4e banque du pays, Hypo Real Estate, au bord de la faillite, qui a finalement, après de longues tractations, fait l'objet d'un plan de sauvetage gouvernemental.
Oui, la Hypo Real Estate est effectivement sauvée de justesse. Les banquiers et assureurs allemands, réunis d'urgence sous la houlette du gouvernement Merkel, sont parvenus dans la nuit à un accord. Les 500 milliards d'euros nécessaires à la survie de la banque ont été trouvés. Les 50 milliards au lieu des 35 milliards dont il avait été question avant le week-end lors du bouclage du premier plan de sauvetage. Les banques sollicitées et qui avaient dans un premier temps donné leur accord avaient ensuite jeté l'éponge samedi en découvrant l'ampleur des besoins en liquidité de la Hypo Real Estate. Le problème le plus urgent est donc réglé, mais le ministre allemand des Finances est furieux et juge impensable de continuer à travailler avec les actuels dirigeants de la banque en difficulté, dont plusieurs responsables politiques demandent le départ. La nuit dernière, l'État fédéral a d'ailleurs refusé d'augmenter sa garantie de 27 milliards d'euros dans ce dossier, même si ce matin, Peer Steinbrück se montre un peu moins catégorique. Oui, justement, il affirme, le ministre allemand des Finances, avoir un plan B dans ses tiroirs pour venir à la rescousse de l'ensemble de ce secteur bancaire allemand, mais il n'a pas donné de plus de détails ce matin. Oui, tout ce que l'on sait de ce plan B, toujours en discussion, c'est qu'il sera allemand et non européen. Vous vous souvenez qu'avant-hier à Paris, Angela Merkel s'était opposée à l'idée d'un fonds de soutien européen aux banques en difficulté. Alors le plan dont parle le ministre allemand des Finances est évidemment destiné à éviter tout mouvement de panique de la part de la clientèle privée des banques. Peer Steinbrück est conscient qu'à un certain stade, les solutions au cas par cas ne sont plus suffisantes. Il l'a dit ce matin à Berlin en expliquant qu'il fallait désormais mettre à l'abri l'ensemble du système bancaire. C'est aussi le sens de la garantie sans précédent accordée par l'État fédéral aux comptes courants et aux comptes d'épargne des particuliers. Les estimations de cette garantie varient selon les économistes, mais elle est en tout cas supérieure à 500 milliards d'euros. Bertrand Galichet, merci beaucoup. En direct de Berlin, ce qui se passe en Allemagne ressemble à ce qui se passe dans tous les autres pays européens maintenant. Les autorités qui s'efforcent de rassurer les épargnants, les grosses banques qui rachètent les plus petites en faillite, comme cela vient de se produire pour BNP Paribas, qui annonce donc la reprise du contrôle de certaines activités de Fortis. Renaud Candelier. Montant du rachat, 14,5 milliards d'euros pour les activités de Fortis en Belgique et au Luxembourg. Un bon prix, même une très bonne opération, commandent plusieurs analystes. La semaine dernière, Fortis a échappé à la faillite grâce à une nationalisation aux Pays-Bas et au Luxembourg. À ce moment-là, BNP Paribas était déjà sur les rangs avec une proposition à 5 milliards d'euros. Il faut croire que les États ont voulu éviter de brader l'établissement. Alors en prenant le contrôle de Fortis en Belgique et au Luxembourg, BNP Paribas devient ainsi la première banque de la zone euro en volume de dépôt. Premier signe donc de solidité. Autre point important, la participation des États belges et luxembourgeois. Ils sont désormais actionnaires à hauteur de 12% dans la banque française et ça constitue un autre gage de stabilité. En fait, dans les jours et les semaines à venir, les banques vont chercher à élargir leur base de dépôt, c'est-à-dire l'argent déposé par vous et moi. Et c'est ce que cherche à faire la Caisse d'épargne et la Banque populaire. Les deux banques discutent d'un rapprochement. Un comité stratégique a lieu aujourd'hui. Les deux réseaux bancaires essaient dans le même temps de sauver la filiale qu'ils ont en commun, qui n'est autre que Natixis. Natixis, particulièrement exposé à la crise des subprimes et qui a du mal à se refinancer. On le voit avec la chute des bourses. L'urgence est de rassurer les marchés et les clients en faisant tant que possible de bonnes affaires. Renaud Candelier, jusqu'à présent, les gouvernements européens semblaient agir en ordre plutôt dispersé, ce qui n'était pas très rassurant pour la suite. Il y a une nouvelle réunion qui doit se tenir cet après-midi à Luxembourg. Quentin Dickinson, bonjour. Bonjour. 15 ministres des Finances de la zone euro qui se retrouvent donc tout à l'heure. Alors, on parle d'un plan Paulson à l'européenne, cette idée qui referait surface. Est-ce que vous avez des échos de ça ? On croyait effectivement un plan Paulson à l'européenne exclu. On vient d'entendre Bertrand Galichet à Berlin qui rappelait la position de la chancelière Merkel. Eh bien, on pensait que c'était exclu, mais voilà que l'Italie s'apprête à proposer la création d'un fonds de garantie bancaire d'un montant de, dit-on, 3% du PIB de l'Union. Alors on n'en sait guère plus, et on verra ce soir effectivement si M. Guido Tremonti, le ministre italien du Trésor, apporte des précisions à tout cela. En attendant, les grands argentiers devront traduire en termes techniques les conclusions de la réunion de samedi dernier, le mini-sommet à l'Elysée. La coordination des mesures nationales de sauvetage peut certainement être améliorée au vu du cavalier seul des Irlandais et des Grecs, c'est vrai. Une redéfinition des normes comptables pratiquées par les banques est également à définir d'urgence pour éviter aux actifs sains, par un effet de levier pervers, l'apparence de la dépréciation. Et l'on aura à dire par quels moyens l'on peut renforcer la transparence et la traçabilité des montages financiers complexes, ainsi que le contrôle des États sur l'ensemble des acteurs de la sphère financière, y compris les régulateurs et les agences de notation.
Merci beaucoup Quentin Dickinson. Donc vous êtes à Luxembourg aujourd'hui. L'Europe baisse, l'euro baisse à nouveau ce matin face au dollar. Il s'échangeait contre $1,3551. Ça fait plus de 15% de chute pour la monnaie européenne par rapport au 15 juillet. Les marchés financiers sanctionnent donc l'absence pour l'instant de réponse politique globale et coordonnée des Européens. Dans ce contexte, le MEDEF a dévoilé ce matin des propositions sur les rémunérations des chefs d'entreprise et surtout des fameux parachutes dorés après l'émoi suscité par l'annonce d'importantes indemnités de départ pour certains grands patrons. Le gouvernement avait demandé au mouvement des entreprises de France des propositions donc pour encadrer ces rémunérations sous peine de légiférer lui-même, et le MEDEF préconise donc en premier lieu de mettre un terme à cette pratique des parachutes dorés. Jules Lavie. C'est un code de bonne conduite que le MEDEF propose aux entreprises françaises. Règle la plus symbolique, il ne doit plus y avoir de parachute doré pour un patron en situation d'échec. Des indemnités de départ peuvent être accordées, mais sous condition, uniquement en cas de départ contraint, lié par exemple à un changement de main du capital de l'entreprise. Dans cette hypothèse, l'indemnité ne pourrait pas dépasser 2 ans de rémunération. L'organisation patronale propose d'autres mesures. Par exemple, les dirigeants ne pourront plus recevoir de stock options si les résultats de l'entreprise ne sont pas bons. Laurence Parisot estime que ce code de bonne conduite est le plus éthique qu'on puisse trouver dans le monde occidental, et elle se dit presque certaine que les entreprises françaises vont l'appliquer. Il n'y a aucune obligation légale, mais pour Laurence Parisot, les sociétés qui refuseront de jouer le jeu auront du mal à s'en expliquer devant l'opinion publique. Et oui, cette question des parachutes dorés, Hubert Bertas, c'est aussi un enjeu politique pour le gouvernement. Hubert Bertas, nous entendons votre intervention. C'est que le parachute en or est un objet ultra sensible sur le plan symbolique. Il désigne un coupable, un sale type, une tête de dégueulasse. Et en période de crise, c'est toujours efficace. Le MEDEF veut donc montrer qu'il est à cheval sur la morale, et le président de la République veut prouver que non seulement il n'est pas l'ami des milliardaires, mais qu'avec lui, ça ne rigole plus chez les bling-bling. Il dicte ses ordres et il obtient des résultats concrets au moment même où la complexité de la crise paraît échapper à tous les sommets, y compris celui du G4 à Paris. Mais au-delà de la il y a le problème de fond. Ces parachutes sont-ils des dérapages de quelques-uns ou le fruit d'un système? La réponse paraît évidente. Les parachutes font partie d'un ensemble où les rémunérations sont passées en une vingtaine d'années d'une échelle de 1 à 10 à une échelle de 1 à 700. Dans un monde sans limite, pourquoi les parachutistes limiteraient-ils à eux seuls le poids de leur sac à dos? Pourquoi? Eh bien parce que c'est immoral. Et cette question de la morale revient précisément et comme par hasard dans l'ensemble des discours. Moralisation du libéralisme, on n'entend que ça depuis le début de la crise. Or, cette question de l'absence ou de la présence de morale, elle est consubstantielle de la théorie libérale. Selon son premier théoricien, Adam Smith, la morale n'a rien à voir avec la prospérité. Au contraire, de la même façon que l'enfer serait pavé de bonnes intentions, le paradis de la prospérité libérale pourrait être pavé de desseins totalement égoïstes, mais ces desseins égoïstes se transformeraient par la grâce de la main invisible des marchés en prospérité bien partagée. La main invisible étant désormais introuvable, la main de l'État doit prendre le relais, et en l'absence de solution toute faite, cet État fait ce que font tous les pouvoirs quand ils sont dans l'impasse, ils offrent des têtes au peuple. Hubert Bertas. Et puis un premier commentaire officiel du Vatican sur cette crise financière. Elle prouve, je cite Benoît XVI, la futilité de la course au succès et à l'argent. Le pape qui invite donc à bâtir sa vie, je cite, sur le roc de la parole divine, véritable réalité sur laquelle il faut fonder donc son existence. Aux États-Unis, alors qu'on attend pour demain soir un deuxième débat télévisé entre les deux candidats, la campagne pour l'élection présidentielle s'est nettement durcie ces derniers jours. Les républicains n'ont pas hésité à accuser Barack Obama de copiner avec les terroristes. Et hier, l'équipe de campagne d'Obama rendait de son côté public un nouveau spot télévisé qui mettait en cause les capacités du républicain McCain en matière économique et qui rappelait aussi une affaire qui remonte au début des années 90, Marie-Pierre Véraud. Et oui, commençons, si vous le voulez bien, par les attaques venues du camp républicain, puisque ce sont les plus spectaculaires. Les stratèges de John McCain avaient prévenu dès vendredi, ils allaient entrer dans une phase très offensive de la campagne. Eh bien, sitôt dit, sitôt fait, avec la nouvelle charge de celle qui se définit elle-même comme un pitbull portant du rouge à lèvres, Sarah Palin, la colissière de John McCain, chargée actuellement d'occuper le terrain pendant que le sénateur prépare le débat de demain dans son ranch de l'Arizona. Et c'est une nouvelle fois sur la peur que le camp républicain tente de jouer. Je lisais le New York Times aujourd'hui. Et j'étais vraiment intéressée par l'article sur les amis d'Obama à Chicago.
Et oui, parce qu'il s'avère que l'un des plus anciens soutiens de Barack Obama était, selon le New York Times, un terroriste. Membre d'un groupe qui, je cite le journal, a lancé une campagne d'attentats contre le Pentagone et le Capitole. Bon cet homme-là, il ne voit pas l'Amérique comme vous et moi la voyons. Alors pourtant, le journal a précisé qu'après enquête, il apparaît que les deux hommes n'ont pas été proches. Le raccourci était trop tentant pour une équipe dont le candidat se voit très nettement distancé dans tous les sondages. La riposte du camp démocrate, elle n'a pas tardé. C'est de la pure calomnie, réplique-t-on, qui montre à quel point les républicains sont aux abois et entendent détourner l'attention du pays des difficultés économiques. Les démocrates qui se sont empressés de dévoiler un nouveau spot sur les points faibles de McCain, son attitude hésitante face à la crise. Ils dénoncent aussi effectivement, vous le disiez, son intervention dans une faillite qui a coûté plus de 2 milliards de dollars aux contribuables américains. Ambiance, elle ne risque pas de se détendre alors qu'on est entré dans la dernière ligne droite de la campagne et que les deux candidats se préparent à un nouveau face-à-face demain soir. Il doit être centré sur les questions économiques. Merci Marie-Pierre Véraud, vous faites très bien. Sarah Palin, c'est une affaire retentissante, affaire de trafic d'armes présumé vers l'Angola dans les années 90, affaire dans laquelle sont impliquées des dizaines de personnalités françaises, politiques et hommes d'affaires. Un procès donc que l'on a appelé l'Angola Gate et qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, lors de Vulpian. Dès l'ouverture de l'audience, les avocats des prévenus vont essayer de torpiller ce procès. Ils brandiront une lettre du ministre de la Défense, Hervé Morin, qui donne sa lecture du dossier. Pour lui, l'infraction n'est pas constituée parce que les armes et les munitions n'ont pas transité par la France. Mais cette analyse est battue en brèche par un texte et par la jurisprudence. Le texte, c'est un décret-loi d'avril 39 qui régit le commerce des armes et qui rend obligatoire l'autorisation et le contrôle de l'État, même si les armes ou les munitions ne passent pas par la France. Et pour que le délit soit constitué, il suffit qu'un seul acte ait été réalisé sur le territoire national. Or, c'est le cas, selon l'instruction menée par le juge Courroy. La jurisprudence, c'est cette décision récente et définitive du tribunal de Bourges qui a condamné un prévenu dans une affaire parfaitement similaire, uniquement en raison d'actes commerciaux accomplis sur le territoire français. Alors, quel sera le poids de cette lettre émanant d'un membre de l'exécutif ? En tout cas, elle arrive bien tard, le 11 juillet, alors qu'on en est à presque 10 ans d'instruction. Pour autant, la procédure est restée en l'état. Autre question, que va faire le parquet ? Va-t-il soutenir l'accusation ou la position du ministre ? Réponse en suspens pour l'instant. Et encore, une dernière question. Le tribunal peut-il ou non juger Pierre Falcon, Arkady Guédémac et leurs présumés complices Jean-Bernard Curial et Jean-Christophe Mitterrand pour trafic d'armes ? Ils encourent tous les 4 10 ans de prison. La décision sera vraisemblablement jointe au fond, mais l'ambiance risque d'être électrique. On termine avec le premier Nobel de la semaine, prix Nobel de médecine, décerné à un Allemand, Harald zur Hausen, et de Français, Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, distinction attribuée pour leurs travaux sur les virus, responsables du cancer de l'utérus et du sida. Tara Schlegel. En France, cocorico oblige, on va surtout retenir la consécration du professeur Montagnier et de Françoise Barré-Sinoussi, qui travaillaient avec lui à Pasteur à l'époque où, en 1983, ils ont isolé pour la première fois le virus du sida. C'était une équipe très soudée. Jean-Claude Sherman en faisait partie aussi, notamment, mais la collaboration a volé en éclats. On a parlé de jalousie. Toujours est-il que le Nobel aujourd'hui distingue 2 des découvreurs du VIH, 2 Français. Donc, façon de clore aussi la polémique bien réelle, celle-là, qui à un moment donné opposa l'équipe Montagnier à celle de Robert Gallo, l'Américain, qui faillit lui voler la vedette et la paternité surtout du virus du sida. Aujourd'hui, Montagnier parle d'émulation bienvenue. Cette distinction n'en reste pas moins d'une certaine façon aussi une pierre dans le jardin français quand on se rappelle que le professeur Montagnier a été mis à la retraite par le CNRS pour raison d'âge en 97. Il venait d'atteindre ses 65 ans et à l'époque, l'Amérique encore lui a offert un pont d'or pour créer là-bas le laboratoire du 3e millénaire à New York et travailler sur le sida, certes, mais aussi les affections cardiaques, le diabète et les cancers. C'est justement sur le cancer que travaille cette fois l'Allemand, qui, on ne doit pas l'oublier, a aussi été distingué ce matin par le comité Nobel. Il empoche la moitié du million d'euros qui revient au lauréat. Harald zur Hausen a découvert la cause du cancer de l'utérus, cancer important, car il est le 2e type de cancer le plus répandu chez les femmes. Zur Hausen a donc compris qu'un virus, le papillomavirus, en était à l'origine. Il a 72 ans aujourd'hui et travaille à Düsseldorf. Merci beaucoup, Tara Schlegel. Température en hausse, temps couvert sur les 2 tiers nord, du soleil dans le midi. Il fera donc entre 14 et 25 degrés du nord au sud. 18h, c'est Gilles Hervé pour le prochain journal. 18h20, en toute franchise, Hubert Bertas reçoit Jean-François Kahn et tout arrive. Arnaud Laporte, c'est la seconde partie.
Merci, bonne fin de journée à vous Antoine Mercier. Tout de suite à 12h50, passé de quelques secondes, la chronique de Jean-Louis Zine. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Ce n'est pas pour me vanter, mais il y avait du beau monde ce week-end à l'Élysée. La crème du gratin du Gotha européen. Qu'est-ce que l'Élysée, Arnaud? La mythologie répond, c'est le séjour des dieux, des héros et des hommes vertueux, par ordre de mérite décroissant. Virgile le confirme et en fait une magnifique description dans le 6e livre de son grand œuvre. Fénelon l'atteste dans le touchant tableau qu'il embrosse dans son Télémaque. L'Élysée, dit-il, est la villégiature qui abolit tous les maux de l'existence, ceux de l'âme et ceux du corps, ceux du cœur aussi, qui cessent enfin de gémir sur ces égarements passés devant tous les confortables bienfaits qu'on vous y dispense. Or, si j'en croise une indiscrétion recueillie aux meilleures sources, l'Élysée ne serait plus l'inégalée demeure que ses plumes olympiennes ont jadis célébrée. J'eusse même hésité à troubler l'indolent colloque où se sont endormis les grands auteurs, si des témoignages alarmants n'imposaient d'urgence de leur ouvrir les yeux. On sert, paraît-il, aujourd'hui à l'Élysée de Nicolas Sarkozy, une tarte aux fraises nettement inférieure à ce qu'elle était sous Giscard. Car il y en a qui s'en souviennent de la tarte aux fraises de Giscard. Pas au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Ceux-là constituent un parc régulièrement renouvelé. On ne leur laisse pas le temps d'avoir la mémoire aussi longue. Mais au plan des entourages, des experts et même des journalistes accrédités, on trouve encore des témoins pour se rappeler. Et il semble bien que la tarte aux fraises de Giscard d'Estaing ait laissé un plus grand souvenir que sa politique. Et cette affaire n'est pas nouvelle, Arnaud. Je me souviens même l'avoir chroniquée. François Mitterrand, le premier, s'en était ému et avait mis ses limiers sur le coup. Il fallait retrouver le chef cuisinier de son prédécesseur. Et les limiers mitterrandiens l'avaient retrouvé. Il avait suivi son patron et s'occupait désormais des cuisines de l'UDF. C'est bien normal. Vous vous souvenez de l'UDF ? Mais oui, tout le monde se souvient de l'UDF, l'Union pour la démocratie de la fraise. Mais le ci-devant s'était dérobé à la supplique, faisant valoir que le procédé de fabrication de la fameuse tarte aux fraises ne lui appartenait pas. C'est une recette de Paquita, avait-il répondu. Pas plus, rien de plus. On avait retrouvé Paquita, interrogé à son tour. Paquita qui avait tenu le rouleau pendant plus de 20 ans au service des Estaings. Eh bien, elle était restée muette, Arnaud, drapée dans les insondables tréfonds de la déontologie pâtissière où s'évanouit cet épisode méconnu de La Belle et la Baie. Nous en sommes là, et je me demande aujourd'hui si l'on verra un jour tomber le mystère de ces satanées fraises avant d'atteindre l'âge de les sucrer. Écoutez, on va suivre ça avec vous. Merci Jean-Louis Zine, bonne fin de journée à vous. On vous retrouve demain à 12h50 pour une autre chronique et nous ouvrons tout à fait à présent la seconde partie de cette émission en accueillant le dramaturge et metteur en scène suédois Lars Norén avec Eva Sanders qui va assurer la traduction de cet entretien. Et puis en duplex d'Aix-en-Provence, dans les locaux de France Bleu Provence, le directeur du théâtre de Nanterre, Les Amandiers, le metteur en scène Jean-Louis Martinelli qui a monté bien sûr plusieurs pièces de Lars Norén et qui proposera d'ailleurs au début du mois de novembre, quelques représentations de sa version de Kliniken qu'il avait montée il y a 1 an et demi. Ce sera aux Amandiers. Puis, en tournée, je donnerai quelques dates. Vous êtes bien avec nous, Jean-Louis Martinelli ? Je suis absolument avec vous. Voilà. On vous a entendu très fortement dans le studio. On va pouvoir régler le son. Je parle pas très fort. Non, mais c'est formidable que vous soyez là. Alors, Lars Norén avec nous aujourd'hui pour parler plus particulièrement de sa nouvelle pièce à la mémoire d'Anna Politkovskaya, dont les représentations débutent demain soir à Nanterre. Nous avons pu avec Sophie Joubert et Laurence Millet assister samedi soir à un filage de ce spectacle et je dois dire que pour ma part, cette nouvelle pièce de Lars Norén est encore au travail, dans mon esprit. Je pense qu'elle va y rester sans doute encore longtemps, puisque comme ça arrive parfois, le spectacle vivant nous propose de véritables expériences d'humanité qu'on va essayer de partager ici autour de ces micros. Peut-être pour commencer un petit retour en arrière pour celles et ceux de nos auditeurs qui connaissent peu le travail de Lars Norén, pour dire que le travail d'écriture a commencé chez vous, Lars Norén, par la poésie, et que si vous avez ensuite choisi le théâtre, votre langue reste infiniment poétique. Une 15aine d'années d'écriture poétique, mais aussi 2 romans, et puis le théâtre.
Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui peut se dire pour vous, Lars Noren, par le théâtre que vous ne pouviez pas dire par la poésie ou par le roman? Ja, teatern är ett oerhört starkt språk, inte minst därför att publik och skådespelare upplever någonting samtidigt. Man andas samma anda. Le théâtre est un langage très fort, étant donné que le public et le metteur en scène peuvent partager quelque chose. Saker som man inte kan säga, som man ser i en dokumentär, har inte förmåga att nå lika djupt som när publiken sitter mitt emot levande människor som gestaltar problem. Dans un documentaire, par exemple, ça ne peut pas être aussi profond que lorsque le spectateur est là et voit de lui-même les auteurs et les metteurs en scène. Jag försöker använda teatern som ett instrument att förändra samhällsproblem och jag har sett exempel på att teatern har påverkat ministrar, politiker och andra. Pour moi, c'est un instrument, le théâtre est un instrument pour essayer d'avoir une influence sur la société. Et j'ai déjà vu par mes pièces qu'il y a eu de l'influence sur les ministres, sur la politique en général. Litteratur och teater har en oerhörd betydelse. Jag kan nämna som exempel Josef Conrads roman Mörkrets hjärta. La littérature et le théâtre est vraiment très important en ce sens-là. Et je peux nommer entre autres Jürgen Conrad qui a été très important. Joseph Conrad, Joseph Conrad. Han skrev den vid sekelskiftet och den handlade om Leopold II av Belgiens förfärliga elfenbenshandel i Kongo, kolonin där. Och det väckte sådana starka känslor att kung Leopold var tvungen att avbryta den här verksamheten. Det är ett exempel på litteratur. Exemple, donc c'est tout le travail qu'il a fait qui était contre Léopold II qui a fait son commerce au Congo dont on a parlé beaucoup à une époque. Donc ça c'est déjà un exemple. Flera av de pjäser som vi har gjort i Sverige har spelats i den svenska riksdagen. Plusieurs pièces qu'on a fait en Suède ont été montrées aux ministres, au Parlement. Vi har försökt hitta andra rum än de vanliga teaterrummen. Vi har försökt spela i fängelser, sjukhus, arbetsplatser. On a essayé de trouver différents espaces pour nos pièces, notamment les hôpitaux, les prisons, également les entreprises. Och har påverkat ministärer att det senaste vi gjorde var en pjäs om papperslösa i Sverige. Som kommer dit och arbetar för oerhört dåligt betalt, fruktansvärda förhållanden, boenden. On a déjà eu de l'influence sur beaucoup de ministères, notamment on avait fait une pièce de théâtre pour les sans-papiers. Et les sans-papiers qui travaillaient dans des conditions très difficiles étaient très mal payés. Och före den här pjäsen så skickade LO, Arbetsunionen, skickade polisen på dem som arbetade svart. Et avant cela, l'IOT avait envoyé la police vers ces sans-papiers. Men efter vår pjäs har LO i Sverige bestämt sig för att öppna rådgivningsbyrå för de papperslösa. Mais après notre pièce, le syndicat LO en Suède a décidé d'ouvrir un bureau pour accueillir les sans-papiers. Och det ser jag som ett bevis på att teatern har en förmåga att påverka, att det är svårt att värja sig. Ser man en dokumentär om nazistiska brott som ofta visas i skolorna, så säger människor, ja det där vet vi, det där kan vi. Men om de som publik sitter emot det här skeendet gestaltat på scen, så är det väldigt svårt att försvara sig. Et cela pour moi est vraiment une preuve montrant qu'on peut faire quelque chose. Parce que si on voit un documentaire, c'est beaucoup plus difficile, plus facile de se cacher. On regarde le nazisme à l'école par exemple et tout le monde dit on l'a déjà vu, on connaît. Et c'est plus facile de fermer les yeux. Alors que là, lorsqu'on est devant la scène, on est obligé de regarder. Men det gäller att skapa en bro mellan publik och skådespel. Mais il faut un pont entre le public et les acteurs. Att det som sker på scenen och det som sker i åskådaren, att förbereda åskådaren på den här chocken eller den här förväntan. Il faut que le public soit prévenu ou soit prêt à avoir ce choc. Som kan förändra publikens sätt att se. Jag tror inte att teatern omedelbart har den här betydelsen att människor går hem och förändrar sig. Et je ne pense pas que le théâtre puisse changer les gens immédiatement, qui changent dès qu'ils rentrent chez eux, mais il faut les préparer. Men kanske att ett frö ramlar ner, någonting börjar växa, att man börjar se på dem som kommer till exempel till Frankrike, England, Italien, människor utblottade utan arbete, utan pengar, att man börjar se på dem på ett annat sätt. Att se deras bakgrund, varför de kommer. Vad är det som har gjort att de söker sig till den här rika delen av Europa?
Et on peut peut-être déjà poser un petit grain qui ensuite grandira et voir comment ces gens qui viennent en Italie, en Angleterre, en France, sans papier, pourquoi ils sont là, quel passé ils ont eu, et essayer de mieux les comprendre que on le fait jusqu'à présent. Att man plötsligt ser dem som människor. C'est-à-dire les voir comme des êtres humains, enfin. Människorna i den här pjäsen, Anna Politkovskaja, jag ska först säga att pjäsen handlar inte om henne. Je voudrais d'abord commencer par parler de Anna Politkovskaja en disant que la pièce ne parle pas de ce personnage. Jag skrev den för 2 år sedan och när den var färdig så var det samtidigt som hon blev mördad den 7 oktober 2006. J'ai écrit cette pièce il y a 2 ans et elle a été assassinée le 7 octobre 2006, donc après. Jag hade läst hennes första bok om kriget i Tjetjenien. J'avais écrit ou lu son premier livre sur la Tchétchénie. Och jag blev väldigt upprörd över mordet och framförallt över att jag förstod att ingen kommer att söka efter mördarna, ingen kommer att finna dem. Ensuite, j'étais très touchée par son assassinat et j'étais persuadée que personne ne chercherait à trouver les assassins et ni les trouverait. Och därför gav jag den här pjäsen titeln Anna Politkovskaja in memoriam för att man skulle minnas hennes mod. Et c'est pour cela que j'ai donné ce titre en mémoire d'Anna Politkovskaja, pour qu'on se souvienne d'elle. Hennes obarmhärtiga blick. Pour qu'on se souvienne de son regard. Och vad journalistik kan använda och teater kan användas till. Et de vraiment voir ce que le théâtre peut faire, ce que la journaliste peut faire également. Det kan vara vilket krig som helst. Il peut s'agir de toutes les guerres. Som dessa människor har upplevt och som de är konsekvenser av. Quelle que soit la guerre, mais les gens en sont la conséquence. Men ja, det är lätt att associera till Tjetjenien, men jag tänkte inte specifikt på det. Et bien sûr, c'est facile de faire cette association avec la Tchétchénie, mais je ne pensais pas à la Tchétchénie en faisant. Pjäsen handlar om mycket som jag har skrivit om och mycket som jag har regisserat. Det handlar om vilka överlever, vilka går under. Varför överlever några, varför går andra under? Vad är det hos människan som får dem att trots outhärdliga omständigheter vilja existera för att vittna, berätta. Et en tant que metteur en scène et auteur, ce qui est important pour moi, c'est de regarder qui survit et qui ne survit pas, pourquoi certains survivent et d'autres pas. Et ceux qui survivent, souvent, ils veulent être là pour pouvoir témoigner, en parler. Också när jag gjort klassikerna, Hamlet, Måsen, så har jag ställt den frågan. Et quand j'ai fait des classiques comme Hamlet aussi, j'ai posé cette même question. Varför överlever Nina i Måsen? Varför dör Kostja, den unge författaren? Alla de frågorna är viktiga för mig därför att vi lever för någonting utanför oss själva. Jag tror inte på Gud. Det är inte den religiösa aspekten jag tänker på. Vad är det mänskliga i oss som vill fortsätta skapa skönhet, sanning, kärlek? Det är den stora frågan. Et donc toujours cette même question, qui survit, qui ne survit pas. Je pense qu'il y a quelque chose au-delà de nous. Je ne pense pas du tout à Dieu. Je ne pense pas à quelque chose de religieux non plus, mais quelque chose qui fait en sorte que l'on veut toujours continuer, on veut avancer et on essaye de se raccrocher et d'y croire. Alors on avance d'autant mieux avec vous, Lars Noren, que vous devancez évidemment la plupart de nos questions. Pour autant, il nous en reste beaucoup et surtout essayer de dire un peu ici ce que nous avons vécu comme expérience très forte samedi soir. Pour nous, le metteur en scène Claude Régis parle souvent du théâtre comme d'un espace où les gens vivants viennent en face d'autres gens vivants. Et c'est vrai que c'est une phrase très simple, mais qui en même temps, je pense, est une vérité tout à fait profonde. Peut-être demander quand même aussi à Jean-Louis Martinelli qui nous écoute, j'imagine, avec grande attention, même s'il connaît évidemment très bien tout ce que vient de dire ici Lars Noren. Comment vous en êtes venu, Jean-Louis Martinelli, à aborder ce répertoire qui est en train de se constituer de Lars Noren, et qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre ce travail sur cet auteur particulier là? Si vous voulez, c'est ce que Lars énonce comme position, qui est celle d'être le témoin, si vous voulez. Donc de prendre le monde avec ce qu'il est, c'est-à-dire souvent pas brillant, de le prendre dans ses catastrophes et d'essayer à l'intérieur de ces différentes populations qu'il va passer au scalpel, d'essayer toujours de ressortir la part d'humanité. C'est ça qui me touche. C'est-à-dire quelqu'un qui mêle tout le temps la sphère intime, qui va au plus profond de l'être, et avec tendresse. C'est-à-dire que sans vouloir asséner des leçons, et qui essaye je crois, au bout du compte, c'est un théâtre, moi, qui m'aide à me sentir debout.
parce que c'est un théâtre, oui, de grands témoins du monde, mais encore une fois, sans être un théâtre d'idéologue, de donneur de leçons, voilà, c'est un théâtre à hauteur d'homme. Alors c'est vrai que pendant une dizaine d'années, on va dire, les pièces de Lars Noren se sont largement nourries d'une dimension autobiographique qui interrogeait alors très fortement et très crûment les relations à l'intérieur du cercle familial, cercle qui lui-même n'exclut aucune forme de violence, puis c'est la violence faite alors, on va dire, à la grande famille, à la société, par la société, à ses enfants, les citoyens que Lars Noren a choisi d'aborder. Il l'a évoqué tout à l'heure, la question des sans-papiers notamment, mais c'est vrai qu'il s'intéresse à ceux qui sont à la marge, on va dire, aux enfants rejetés ou non désirés de nos sociétés. Ça a été le cas avec Kliniken, dont que vous allez reprendre d'abord aux Amandiers, Jean-Louis Martinelli, puis en tournée, le temps d'une journée comme ça, dans on appelle ça une salle de vie, dans un hôpital psychiatrique où tous vont se croiser, se rentrer dedans. Comment être humain ensemble, comment rester vivant ensemble, c'est un des enjeux de cette pièce, Kliniken, Jean-Louis Martinelli. Oui, et il se trouve que les deux premières pièces de Lars que j'ai montées, ce sont catégorie 3-1, donc pièces de sans-abri, de gens qui vivent sur une place publique de Stockholm, et la deuxième, Kliniken, qui, elle, s'intéresse donc à cette population dans un hôpital. Et ce sont deux pièces chorales. Et l'an passé, j'ai travaillé sur une autre dimension de l'écriture de Lars, qui est une pièce qui s'appelle Détail, où il s'intéresse aux petits dérèglements de la vie de couple, donc en suivant deux couples, un peu, je dirais, mais je sais que Lars n'aime pas du tout Bergman, mais donc je vais quand même énoncer ça, parce que ça va le faire sauter de son siège, je pense. Mais, ça le fait rigoler pour l'instant. Donc, on serait plus dans ce théâtre-là, si vous voulez, mais s'il y avait une filiation à chercher, on a eu une longue discussion l'autre jour avec Lars sur Ibsen. C'est-à-dire, Ibsen aussi est quelqu'un qui, en son temps, a travaillé et sur l'intime et sur ce qu'il en est de plus profond du sujet, et en même temps des grandes pièces politiques comme Un ennemi du peuple ou autre. Je crois que Lars est dans cette filiation, c'est-à-dire d'un théâtre de poètes, mais d'un théâtre qui ne renonce pas à parler du monde, et c'est bien ce que l'on a à faire. Voilà, encore une fois, pour se tenir debout, quoi. Il en va de notre dignité. Et là, le poète, donc le dramaturge, et donc Lars, nous rend une part de dignité en faisant le travail qu'il fait. Alors, on va entendre un extrait ici de Kliniken, alors cette pièce que vous allez reprendre. La distribution changera un peu pour cette tournée. On entend ici un enregistrement donc qui date du printemps 2007, un extrait de Kliniken. T'es pas si vieille, quel âge tu as? T'as l'air d'avoir 12 ans parfois. J'ai 18 ans. Je suis vieille. Oh, t'as toute ta vie devant toi, merde. Quoi? J'ai dit t'as toute ta vie devant toi, merde. T'as toute ta putain de vie devant toi. Un tas de choses amusantes. Non. Monsieur, tu te sentiras vachement mieux bientôt. Non, la vie est finie. Elle a toujours été finie. J'ai jamais vécu, je suis née morte. Pensez à tout ce qu'il y a d'amusant à faire. La bouffe et le sexe et tout ça, alors. Regarde-moi. Je sais pas ce que je trouve le plus dégueulasse, la bouffe ou le sexe. Regarde-moi. Pour moi, c'est foutu, j'ai rien. À part la bouffe, ça, on peut toujours compter dessus. Je pourrais tout aussi bien m'allonger chez le légiste et les laisser prendre mes organes pour des gens plus sains et plus utiles à la société. Mais toi, il te reste tout. T'es une feuille blanche. Non. Quelqu'un a écrit sur moi. T'as dit quoi? T'es belle. Quelqu'un a écrit quelque chose sur moi. Tout va aller super bien pour toi. Ça marche pas, même si on le jette au feu, si on le brûle. Bah non. Si on est beau, on arrive plus loin et plus vite. Non, je ne peux pas. Mais quoi, qu'est-ce que tu peux pas? On n'a pas besoin de faire grand-chose quand on est jeune et beau. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas. Je ne peux pas, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Non. On a tous nos... Mais avec ce corps, tu peux devenir mannequin et tout ça. Et en plus, t'as pas de sein. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas descendre les escaliers. J'ose pas toucher les poignées de porte. Quoi? Les poignées de porte? Tu veux dire ces trucs tout simples là? J'ose pas les toucher, j'ai peur. T'oses pas les toucher? Tout. Couteau, cuillère, porte, tiroir. Je veux mourir. Je ne veux plus exister. Je suis
sale, je sens seulement mauvais, je pourris. Je ne peux pas être là où je suis. Voilà, cet extrait de Kliniken, on entendait ici Sylvie Millot et Agathe Molière. Kliniken qui sera de nouveau joué aux Amandiers au tout début du mois de novembre. Et puis il y aura plusieurs dates à Nantes, à Nice, à Grenoble, à Marseille et à Cergy-Pontoise dans cette mise en scène signée Jean-Louis Martinelli. Mais cette nouvelle pièce, Lars Noren, à la mémoire d'Anna Politkovskaya, elle poursuit bien sûr cette exploration de la difficulté d'être humain, mais elle peut être vue comme un miroir, m'a-t-il semblé, de Kliniken. Dans Kliniken, les malades sont livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent plus compter sur personne, ils peuvent que se méfier les uns des autres, et pourtant ils essayent, ils arrivent d'une certaine façon à vivre ensemble malgré tout. Et puis à un moment donné, il y a Martin, qui est le publicitaire malade du sida, qui pleure devant la télévision. Ce qu'il voit, ça se passe en Bosnie. Et ce qu'il voit, ça pourrait être un des personnages de votre nouvelle pièce, Lars Noren. Alors, on a dit, c'est pas la Bosnie, c'est pas la Tchétchénie, ce n'est pas situé. Cette pièce, ça peut être la guerre de Troie ou toutes les guerres du monde ici. Martin, il pleure devant la télé, il dit qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous, Lars Noren, vous faites du théâtre, vous écrivez du théâtre, vous mettez en scène cette pièce et vous arrivez à nous faire sentir des choses tout à fait forte, bouleversante. On n'en est pas encore tout à fait remis, Sophie Joubert, de cette soirée de samedi soir. Votre expérience, je crois, était aussi forte oui, que la mienne. J'ai été, comme rarement au théâtre, touchée dans ma chair, jusqu'à la nausée parfois, et en même temps, je ne voulais pas que ça s'arrête. J'aurais pu rester 2 heures de plus dans cette salle du théâtre des Amandiers. J'ai sursauté pendant les scènes de violence. J'ai été happée par ce que je voyais, et en même temps, je trouve que cette émotion très forte ne mettait pas mon esprit critique à distance. Je trouve que cette pièce met en déroute toute philosophie, toute morale, toute religion. On se sent complètement démuni, complètement seul. On ne peut plus se raccrocher à rien. Ça remet tout à plat. Est-ce que c'est ça que vous vouliez produire, Lars Noren, en écrivant cette pièce? Ja, min värld och världen som jag upplever den har blivit värre, svårare, farligare, med mindre hopp. Le monde tel que je le vois donne moins d'espoir aujourd'hui. Je le vois comme un monde plus difficile. Men det här är dock människor som har överlevt. Mais donc là, il s'agit vraiment de personnes qui ont survécu. Som kämpar, som vill någonstans. De vill alltså till någonting. Et ils se battent, ils veulent parvenir à quelque chose, ils veulent aller quelque part. Och detta någonting, det är vi. Et donc c'est nous. Här i Västeuropa. Nous ici dans l'Europe de l'Ouest. Men det är kanske den svartaste text jag någonsin har skrivit. Mais c'est peut-être le texte le plus noir que je n'ai jamais écrit. Det finns inget som helst hopp till en förändring, inget hopp alls, inget ljus. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir de changement. Finns det något ljus och något hopp så är det bland er åskådarna och det är att det berör er. Och jag blir väldigt glad när ni säger att ni blir berörda. Oavsett om det var en behaglig, obehaglig, jag ska inte säga behaglig, det var en smärtsam eller mörk upplevelse. Då har ändå någonting av det ljus som jag tror finns i föreställningen trängt in i er. Et l'espoir et la lumière ne sont pas dans la pièce, mais ils sont éventuellement chez le spectateur. Et c'est pour cela que ça me touche beaucoup. Si vous avez été touché, que vous ayez été touché agréablement, ou agréablement c'est peut-être pas le bon mot, dit Lars Noren, ou plutôt désagréablement, ou si cela vous a fait mal, mais l'important c'est que vous soyez touché, et dans ce cas vous pouvez peut-être faire amener cette lumière. Mamman i pjäsen, jag har försökt undvika att göra dem till sjuka, narkomaner. Jag har försökt ta bort alla uttryck för alla schabloner kring den värld de här människorna lever i. J'ai voulu enlever tous les stéréotypes de drogués, de malades. Om man skruvar upp det som händer i pjäsen, det som händer om man skruvar ner det som händer i pjäsen några grader, så skiljer sig inte det särskilt mycket från vad som händer väldigt nära oss. Man säljer barn. Si on baisse, människor har ingen bostad och så vidare. Allt det som finns i pjäsen finns också i Paris, i London, i Berlin, i Rom. Si on baisse de quelques degrés le niveau dans cette pièce, cela correspond à ce qu'on a en réalité autour de nous. On vend bien les enfants, on a des personnes sans logis, que ce soit à Berlin, à Paris, à Rome.
Jag har alltid varit fascinerad av platsen där människor tvingas samman och ofrivilligt blir tvingade att umgås med andra. J'ai toujours été fasciné par le fait que les gens soient obligés de vivre ensemble, soient obligés de vivre en groupe même s'ils ne le souhaitent pas. Det är fängelser, det är torget, det är sjukhuset till exempel som jag har skrivit om. Platsens betydelse. Par exemple en prison ou sur un marché ou dans un hôpital, cet espace est très important. Våra hem är skydd, våra vanor är skydd, vår kultur är skydd och samtidigt fängelser. Vad händer med människor som inte har de här skydden längre? Vad händer med deras språk, med deras tankar, med deras framtidstro, med deras energi? Notre culture est protégée, notre habitude est protégée aussi. Nous sommes toujours très protégés lorsqu'on vit seul. Donc en groupe, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus cette protection. Et comment fait-on pour encore continuer à avancer, à croire en quelque chose? Det där är ett samspel. Vi kan inte bortse från det. Vi kan inte bortse från den här utstötningen. Et c'est très important d'avoir cela vraiment clair. Det som skrämmer oss med muslimerna till exempel. Ce qui nous font peur, par exemple avec les musulmans. Det är kanske inte deras tro eller fanatism utan vad de ställer för frågor om vår tro, vår Gud, vårt samhälle. Där ligger konflikten. Ce n'est pas eller uppvaknandet kan man säga. Ce n'est pas peut-être ce à quoi eux pensent ou croient, mais c'est leur manière de voir comment nous, on croit en quelqu'un d'autre, notre Dieu. Ils posent des questions qui nous dérangent. Och människor som har varit tvingade att lämna sin kultur, sina sekellånga sammanhang. Et ceux qui ont été obligés de quitter leur culture, une culture qui a peut-être duré pendant des siècles. De skapar det samhället på nytt i en extrem form. Ces personnes-là créent une nouvelle société, une société qui devient extrême. Det är det vi ser idag med terrorismen, med det extrema. Et c'est cela que nous observons aujourd'hui avec le terrorisme, avec les extrêmes. Därför att vi inte öppnar dörrarna och inte vet hur vi ska öppna dörrarna, vilka dörrar vi ska öppna. Parce qu'on ne sait pas quelles portes ouvrir et comment les ouvrir. Vi förstår på något sätt att vi måste förändras, men det är för smärtsamt. On comprend qu'on doit changer quelque chose, mais cela fait trop mal. Så länge som möjligt försöker vi undvika att se. Et donc on essaie le plus longtemps possible de som vill in. De ne pas regarder ces gens qui veulent människorna entrer. I Anna Politkovskaja, de vill in. Et ces personnes que nous voyons dans Anna Politkovskaja, elles veulent entrer. Och till slut, det enda de har att sälja, det är sina kroppar. Et la dernière chose qu'elles ont à vendre, ce sont leurs corps. Det är det pjäsen handlar om. Et c'est ça la pièce. Alors, c'est vrai que noir, c'est noir, effectivement, et celle-ci est très noire. Pas de fin heureuse, pas du happy end possible, évidemment, mais enfin, vous avez choisi une fin particulièrement noire, Lars Noren. Les enfants seront les victimes au même titre que les femmes, et bon, la seule lueur d'humanité viendra de celui qui est objectivement l'intrus, l'oppresseur peut-être, un militaire qui est là, enfin bon. Mais comme si le plus grand danger venait en fait des gens qui nous sont les plus proches, un père, une mère, un enfant. Bon, mais c'est vrai que évidemment on pense en découvrant cette pièce, Lars Noren, aux pièces de guerre d'Edouard Bond, qui moi me posent des problèmes. Notamment Naître, qu'avait mis en scène ici Alain Françon en France, avait suscité des réactions très vives dans la façon de jouer avec nos émotions comme une sorte de chantage émotionnel, alors que ici, à la mémoire d'Anna Politkovskaja, Lars Noren, j'ai jamais eu le sentiment que vous jouiez avec mes émotions. Il y a des choses qui sont représentées qui sont objectivement assez violentes, mais je crois que la mise en scène de cette pièce est absolument remarquable et je souhaite bien du courage à ceux qui voudront la monter après vous, Lars Noren, parce que le travail que vous faites est d'une extrême précision. Dans cette salle modulable des Amandiers, il y a un très beau rapport à l'espace, une très riche utilisation de l'espace, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa hauteur aussi, comme si plusieurs espaces de jeu coexistaient, plusieurs espaces de jeu possibles, comme s'il y avait des split screens, dirait-on au cinéma, un espace qui est sans cesse remodelé. À chaque fois qu'il y a un noir dans la salle, on a l'impression plus d'un montage cinématographique qu'une représentation théâtrale. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, Lars Noren, samedi soir, j'ai eu cette curieuse impression tout d'un coup d'être
en extérieur, comme si la représentation avait lieu en plein air. Alors, est-ce que ce sont des sensations comme ça aussi que vous voulez provoquer par ce travail-là sur la mise en scène pour cette pièce-là? Et merci à Eva Sanders de suivre nos propos. Ja, absolut. Jag blev väldigt, väldigt glad över det, nästan tacksam över det du säger, därför att du har upplevt det jag sökte efter. Framförallt när du säger att jag inte har försökt manipulera. Jag vill inte förföra, jag använder musik så lite som möjligt för att inte lura människor in i känslor som kommer från något annat ställe än från skådespelarna. Oui, tout à fait. Je suis vraiment très très content et heureux de vous l'entendre dire parce que vous avez réagi exactement comme je souhaite que l'on réagisse. Et je ne veux pas non plus jouer avec les émotions, je ne souhaite pas manipuler, c'est pour cela qu'il n'y a pas de musique non plus. Ja, alltså jag vill att åskådarna ska tänka, ska vara klara, ska vara klara och drabbas och vara klara medan de drabbas. Och också efteråt, som ni nu säger, fortsätta att bearbeta det material som ges till dem. Je veux que le spectateur réfléchisse et qu'il soit prêt à supporter cette violence, qu'il soit prêt à recevoir tout ce qui est donné sur scène, et ensuite que l'on continue, comme vous le faites, à réfléchir à toutes ces questions. Alltså teatern är ett oerhört instrument. Om en skådespelare ändrar sitt röstläge så kan en hel publik ändra uppfattning, bli koncentrerad, mottaglig. Och det är farliga instrument. Man måste vara väldigt varsam med det. Alltså varje sak vi gör på scenen är en fråga om moral. Hur långt man flyttar en stol är en moralisk fråga. Det sättet som kvinnan sätter sig på är en moralisk fråga. Le théâtre est vraiment un instrument de cette manière-là. L'acteur, par exemple, s'il change de ton, peut donner toute une différence. La sensation du spectateur change également. Donc c'est un instrument même dangereux. Il faut faire très attention. Il y a toute une question de morale derrière. Rien que le fait de déplacer une chaise change le perçu de la chose et la manière dont on s'assied sur cette chaise également. Men jag har en växande obehaglig känsla av när man gör de här scenerna, när man gör såna här scener, när man skildrar en våldtäkt, är det ett tillvänjande av publiken vid våldtäkten? Är det ett konfirmerande av det våldsamma? Det är en fråga som blir mer och mer påtaglig i mitt arbete med senare år, ju hårdare pjäserna har blivit. J'ai un sentiment désagréable et qui est de plus en plus fort chez moi. Par exemple, lorsqu'on montre un viol sur scène, est-ce que le public s'habitue? Est-ce que cela confirme une certaine réalité? Et dans ce cas-là, c'est désagréable comme sentiment. Hur mycket bekämpar vi de här problemen och hur mycket konfirmerar vi dem? Det är en fråga som jag... La question que je me pose, c'est si on confirme le problème ou si on lutte contre le problème. En fråga som jag ännu inte kan besvara. Et je ne peux pas encore répondre à cette question. Alors, on va entendre ici un extrait de cette nouvelle pièce à la mémoire d'Anna Politkovskaya, dont les représentations commencent demain, parce qu'il faut dire que tout comme pour Kliniken, ce qui est évidemment essentiel, Lars Noren vient d'en parler, ce sont les comédiens qui sont sur le plateau, qui sont quand même tous, que ce soit dans la distribution de Kliniken, alors la nouvelle on ne l'a pas encore vue, mais on en préjuge évidemment, que ce soit à la mémoire d'Anna Politkovskaya, on a là des comédiens qui sont quand même dans un état tout à fait exceptionnel. On va entendre notamment ici Malène Crépin qui joue un des rôles principaux de cette production. Le Seigneur nous donnera du pain alors. Quand ça? Quand on sera mort, alors tout deviendra clair et chaud. Lui, il a des parents en tout cas. Ça s'est pas donné à tout le monde. Moi, je n'ai pas eu. J'avais pas de mère. J'ai grandi dans un orphelinat. Puis, j'étais bonne dans une famille où le grand-père était un vieux militaire. Il me sortait presque toutes les nuits. Ils le savaient, tous. Mais personne ne faisait rien. Je me battais parce qu'il y avait du sang sur le matelas. Il n'y a rien que j'ai pas enduré. La seule fois où ma mère me prenait dans ses bras, c'était quand elle me frappait. Ouais, mais je te fais juste remarquer, heureusement que c'est pas mon fils. Vaut mieux ça que s'il était mort. Il est vivant en tout cas. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. C'est peut-être mieux pour eux, ceux qui sont plus là.
Fais quelque chose, putain. Toi alors... C'est pas mon fils! Dis rien alors. On peut toujours causer. Ouais, je vois ça. Je dis seulement ce que je pense. On a bien le droit de dire ce qu'on pense. C'est tout ce que tu peux faire. Quoi? Causer, c'est tout ce que tu peux faire. Putain, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est tout ce que tu fais que des petites conneries toute la journée. Ta gueule maintenant! Ah, ta gueule toi-même! Non, je me tais pas. Lâche-moi! Me dis pas ta gueule! Mais toi, tu me l'as dit! Maintenant, t'as intérêt à faire attention. C'est toi qui as commencé, ça fait mal! Je dis ce que je veux, putain! Putain, tu me le fais. Oui, et c'est de ta faute! C'est ma maison, j'habite ici. Maison? T'appelles ça une maison? Je dis ce que je veux dans ma maison. Et si ça te gêne, tu peux te casser. Ce sale trou-là, j'ai chié dans des endroits bien mieux que ça. Je peux plus te voir. Ta gueule! T'entends ce que je te dis? Non. Je peux plus te voir non plus. Me regarde pas alors. Méfie-toi maintenant. Ouais, mais pas de toi en tout cas. Avant que je me mette en colère. Foule quand je t'emmerde! Tu peux pas. Tu peux pas t'en empêcher. Il faut que tu le fasses. Hein. Faut simplement que tu le fasses. Hein. Tu peux pas t'en empêcher. Tu peux pas. Tu peux pas t'en empêcher. Mais tire-moi! Mais que me tire! Vas-y! Faut que tu le fasses. Tue-moi! Pour que je sois délivré de tout ça! Tue-moi alors! C'est ce que je fais! Tue-moi! 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 Voilà, bon, cet extrait alors qui ramène des émotions. Une petite intervention encore, Sophie Joubert. Oui, Lars Noren, vous dites c'est la pièce la plus noire que j'ai écrite. Je voudrais savoir dans quel état physique vous êtes quand vous écrivez et jusqu'où pouvez-vous aller dans l'écriture de l'horreur? Est-ce que vous avez des limites? Est-ce qu'il y a éventuellement des sujets sur lesquels vous ne pouvez pas écrire? Ja, den här pjäsen är nog, alltså det är en av de pjäser, kanske 3 eller 4 pjäser i mitt liv. Den allra första Mot att dödas som på något sätt har skrivit sig själv. Cette pièce peut-être est la limite. Il y en a eu 2, 3 aussi violentes que celle-ci, mais là j'arrive, je pense, à ma limite. Den började som en bild av de här mannen och kvinnan. Sen kom barnet in. De kom av sig själva. De gick in av sig själva, alla personerna. En fait, les gens arrivent d'une manière assez naturelle, l'homme, la femme, les enfants. Jag kan skriva, jag tror att man kan skriva om allting. Mais je pense qu'on peut écrire sur tout et n'importe quoi. Det viktigaste det är vad man har för syfte med det man skriver. Mais tout dépend de ce qu'on veut faire avec ce qu'on écrit. Ni kanske har läst Kötzes roman om det omoraliska i att till exempel författare som inte har varit i koncentrationsläger skriver om det och försöker återge de känslorna. Vous avez peut-être déjà lu qu'on estime que ce n'est pas moral d'écrire sur les camps de concentration si on ne les a pas connus soi-même. Men han säger också om ämnet plågar dig så mycket som privatperson, plågar dig så mycket och ditt enda instrument för att uttrycka det är att skriva eller skapa konst av det, så är det berättigat. Det är vad man har för syfte med det man gör som är det avgörande. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on veut en faire. Si on a vraiment cette douleur qui est très forte, si on veut écrire ou l'utiliser comme art, on peut le faire. Alors, c'est vrai, Jean-Louis Martinelli, vous nous avez écouté avec beaucoup, j'imagine, d'attention depuis les studios d'Aix-en-Provence et sans quasiment intervenir. Est-ce que vous voulez bien que nous prenions date avec quelques-uns des comédiens avec qui vous allez reprendre Kliniken pour venir ici dans cette émission, Jean-Louis Martinelli, pour en parler, pour parler encore une fois de ce travail de Lars Noren? Voulez-vous bien? Absolument. Et pour parler de son écriture, justement, cette écriture qui ne laisse aucune place à la complaisance. Enfin, lui-même ne s'accorde aucune place à la complaisance. Et c'est pour ça qu'on n'est pas manipulé. Ouais. Ben oui, on a très envie d'en parler encore et encore. On le fera alors avec vous. Prenons date avant la fin du mois d'octobre pour que les gens puissent aller vous voir en tournée. Puis j'espère qu'on reverra Lars Noren au printemps quand il mettra en scène Pur. Ce sera au Théâtre du Vieux-Colombier à la Comédie Française. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. Voilà, tout finit quand même par une valse. Celle-ci est signée Leonard Cohen. Lars Noren, merci infiniment d'avoir été avec nous ce jour. Merci à Eva Sanders pour cette traduction. C'est toujours de la haute voltige. Jean-Louis Martinelli qui était avec nous depuis Aix-en-Provence. Et merci à nos camarades de France Bleu
Provence. Les représentations d'Anna Politkovskaya, à la mémoire d'Anna Politkovskaya, commencent demain soir au Théâtre des Amandiers. C'est jusqu'au samedi 25 octobre. Vous avez bien compris qu'on vous y enjoint fortement d'y aller voir. Une expérience forte, essentielle de spectateurs, de citoyens, d'êtres humains, tout simplement. Demain, on se retrouve pour parler d'autres sujets encore qui intéressent Lars Noren, la question de la pauvreté à propos du livre de William Bollmann, Pourquoi êtes-vous pauvre, et Majid Ranema, La puissance des pauvres, 2 livres qui paraissent chez Actes Sud.